C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. C'est tout le rôle de la radiothérapie antidouleur, de traiter les métastases pour que les gens aillent mieux. Ça leur change la vie, hein. Même si on va pas les guérir, ils sont jamais en train de dire mais vous faites que ça, etc. Eux, leur plainte, c'est d'avoir mal à l'épaule, hein, en fait. Hein. Souvent, le reste, ils le sentent pas. Et donc du coup, eux, quand on leur soulage ça, mais c'est génial. C'est là où c'est le plus sympa d'être médecin, presque. Claudia Pouipouda est oncologue radiothérapeute au CHU de Bordeaux. Scan, scintigraphie, et nous on est le bâtiment là. Elle nous a parlé de la frontière entre vie professionnelle et personnelle, des progrès de la médecine et de bonnes nouvelles. Je sais pas trop dire quand c'est que j'ai su que je voulais être médecin. J'ai longtemps hésité, mais vraiment je me suis dit là, à 16-17 ans, le cerveau c'est quand même quelque chose de dingue, et je me suis dit ok, je vais faire neurologue. Et du coup c'est juste pour ça que je suis partie en médecine. J'ai aussi des petits souvenirs quand même que dans l'enfance, malheureusement quand il y avait les grands-parents hospitalisés, j'aimais bien traînailler dans les couloirs de l'hôpital, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas traînailler dans les couloirs de l'hôpital, et moi je me souviens, j'aimais bien, j'étais pas dégoûtée par l'odeur, je trouvais que les médecins avaient la classe avec la blouse, et du coup je pense que la classe avec la blouse, plus trouver le cerveau assez formidable, ça m'a fait faire médecine. Du coup, je suis partie là-dedans. Bon, ça m'a plu, même si je trouve que les études de médecine, j'ai trouvé ça un peu moins palpitant que ce que je pensais. Et fière de mon idée de vouloir faire neurologie parce que le cerveau est formidable, je vais en stage de neuro et je me rends compte que c'est pas du tout ça. Je me suis dit, alors ça peut paraître un peu bizarre parce que du coup je fais cancérologie et qu'il n'y a pas plus triste, je pense, comme spécialité, mais je me suis dit que la neurologie était très triste. Que en fait les gens ils faisaient des accidents vasculaires cérébraux et puis ils récupéraient pas forcément, ou qu'en fait finalement on n'avait pas tant de pouvoir que ça sur la récupération. Et du coup, là, je me suis dit, mince, parce que du coup, 4-5 ans même que j'étais en médecine, et on se dit, bah ouais. Et heureusement, en fait, la cancéro s'est vite montrée. Même consultation, et en plus un peu particulière, parce que vous avez déjà vu mon confrère aujourd'hui, qui m'a appelé par la suite pour me dire, bon, il va falloir qu'on se coordonne un peu mieux, parce que le traitement du poumon, maintenant, date d'il y a quasi 2 ans, et ça vous allègera un peu le suivi, parce que là, ça fait quand même beaucoup d'intervenants pour la même chose. On est disponible. Vous, peu importe, d'accord. Qu'on arrive à des résultats. Hein. La dernière fois qu'on s'était vu, en tout cas nous, c'était en septembre. Vous avez de la fièvre, c'est ça qui... Non, c'est fini. C'est fini, ça. Depuis la dernière crise que j'ai eue, c'était au mois de novembre. D'accord. Depuis, c'est calme, mais par contre, c'est toujours là, hein, je le sens. Hein. Le kyste, il est là, ça me gêne, mais sans plus, quoi. D'accord. On va juste passer à côté pour écouter tout ça. Moi, je trouvais que la cancérologie, c'était passionnant. Je pense que tout le monde connaît des gens qui ont eu des cancers. Donc voilà, j'avais le grand-père, la grand-mère, une amie d'enfance. Donc ça commençait à faire un peu beaucoup. Et je me suis dit, le cancer, c'est vraiment une énorme saloperie. Et je me suis dit, tiens, on va aller combattre le cancer. Et en plus, c'était l'aspect la plus en expansion du moment, où il y avait plein d'innovations dans le cancer. C'était quand même vraiment beaucoup moins triste qu'avant. Parce que je pense que vraiment, les cancérologues de l'ancien temps avaient quand même beaucoup de courage parce qu'il n'y avait pas grand-chose à proposer. Alors que honnêtement, nous, on a des tas de choses et on guérit les gens. Donc il y a une visée beaucoup moins triste que ce que les gens peuvent penser. Et il y a aussi un scanner, alors qu'il vient d'en passer un aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on disait. Donc je le saurai par courrier. Oui, exactement, par téléphone. Mais l'idée, c'était de simplifier en effet le suivi. Et c'est stable, donc tout va bien. Il me fatigue même. Ouais, mais c'est bien d'être actif, il faut continuer à être actif. Oui. Hein. On venait de refaire le salon, la salle à manger. Il me dit, bon allez, on fait la chambre. Et j'ai pas fini de ranger d'un côté, il m'attaque de l'autre. Il m'épuise. Bon, c'est toujours bon signe, ça. Oui. Je pense que ça permet aussi de se changer les idées par rapport à tout ça, quoi. Comme ça, il est occupé, il pense pas à autre chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc bon, c'est ce qu'on redisait avec votre épouse, hein, c'est que du coup, on ne va pas se donner de rendez-vous systématique. Voilà. Okay. D'accord, mais merci bien. Et bien on fait comme ça, on vous raccompagne du coup. Alors la radiothérapie, du coup, ça a combiné le côté que j'aime bien de la médecine, c'est-à-dire quand même les patients, et en même temps, un côté très technique, qui du coup, je pense, allait bien à la Claudia mathématicienne de 16 ans, là. Il y a quand même pas mal de temps tranquille derrière l'ordinateur qui en fait font beaucoup de bien pour réfléchir de manière posée, et puis un côté un peu technique aussi, de rayonnement, un côté physique qui me plaisait aussi beaucoup. Le rapport à la dégradation du corps et à la dégradation de l'état général des gens, c'est une des raisons qui m'a fait vouloir être radiothérapeute, quoi. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font l'oncologie médicale. Mais alors, un énorme respect, parce qu'en fait, du coup, on voit les gens au début, et ensuite, ils se dégradent.
si malheureusement les traitements marchent pas. Et de les voir plutôt pas mal au début et de les voir se dégrader dans les lits d'hôpitaux, franchement, psychologiquement, j'ai bien vu que ça allait trop impacter ma vie privée. Je suis quand même le médecin qui pense à ses patients le soir ou le week-end parce qu'il y a des gens auxquels je pense au traitement que j'ai fait, etc. Et là, ça m'aurait vraiment trop marqué. Il y a une patiente qui m'a marquée, c'était je pense en 2012, en 2014, et elle était de 1980 et quelques, et c'était il y a 10 ans, donc elle était très jeune, et elle avait un glioblastome, donc une tumeur du cerveau. Et en fait, j'étais interne à l'époque, et j'avais eu le malheur, alors je le fais plus du tout, mais j'avais eu le malheur de donner mon portable. Parce qu'une fois, j'avais dû les rappeler après une réunion, et c'était pas au même endroit que là où je travaillais, et du coup, j'ai rappelé avec mon téléphone privé, et en fait, il m'appelait sur mon portable privé, et du coup, je me souviens, ça m'a... Alors, c'est pas du tout une critique envers eux, parce qu'ils étaient totalement démunis, mais du coup, c'était un jeune couple marié de 30 ans, où la femme était en train de décéder. Ça, je me suis dit, c'était ignoble, quoi. La différence entre la vie privée et professionnelle, je pense que j'ai toujours pas appris à la faire totalement, parce que franchement, il y a vraiment des gens où quand ils vont pas bien, ça m'impacte. Et notamment les gens où je les ai traités moi, en fait, où je les connais depuis le début. Je me souviens d'une dame là que j'ai traitée... je dirais en 2021, donc il y a 3 ans pour un cancer du col. Donc quand c'est des cancers du col, il n'y a que nous, quoi. Il n'y a que la radiothérapie et la chimiothérapie, mais du coup c'est nous qui sommes les référents du patient. On a bien accroché et je pense qu'on avait un rapport un peu particulier. Et en fait, je la suivais et elle allait très très bien. Et en fait, il n'y a pas longtemps, elle a récidivé et ça m'a impacté, quoi. Et j'ai eu du mal à retenir les larmes sur la consultation. Et là, je me dis, c'est pas normal. D'ailleurs, j'en parle, je suis toujours émue. Mais elle m'a émue parce qu'en fait, un truc totalement débile. Je suis partie en congé mat. Donc il y a 4 mois où les patients ont été vus par quelqu'un d'autre. Donc ils savent exactement quel âge a mon fils. Ils savent exactement. Donc il y a à peu près un patient sur 2, ou 3, mais qui vont demander des nouvelles du petit. Donc c'est très dur de faire la diff, parce que par exemple cette dame, elle est sortie de là en disant « mais comment va votre fils ?» Et par exemple, j'ai eu beaucoup de cadeaux de mes patients pour mon fils. Donc il y a des lectures du soir que je fais, et c'est un patient, donc je sais exactement qui. Et je me dis, si ce patient-là récidive, waouh. Enfin, du coup, là, finalement, il y a beaucoup de ponts qui se font entre les deux. Parce que quand ça va bien, on parle de notre vie, en fait, on compare, les gens sont rassurés de voir qu'on est humain. Donc du coup, c'est vrai que la barrière s'effondre souvent, finalement. C'est à nous, alors vous allez voir. Là, ce que dit le scanner, c'est qu'au niveau de la cicatrice des rayons, au niveau du nodule, ça a encore régressé. Donc en fait, vous avez eu la cicatrice des rayons qui s'est mise en place au scanner de novembre. Et là, cette cicatrice, elle est revenue plus petite que ce que c'était à l'époque. Donc elle est en train de se stabiliser, si vous voulez. Elle est en train de devenir la cicatrice de la radiothérapie. Et il n'y a absolument rien d'autre. C'est-à-dire tout le reste est totalement normal. Mais et le deuxième... Et du coup, ils ne le retrouvent pas forcément, là. Ils l'ont pas trouvé. Non, il y a un micronodule qui est stable, et du coup on a tous des micronodules. On a tous des micronodules. Ouais, ce qui est inquiétant, c'est quand ils grossissent. Quand ils grossissent. Voilà. Ouais. Et là, il n'y a rien de cet ordre-là. Parce que l'autre, de toute façon, il était tout petit. Tout est tout petit chez vous. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pu faire le traitement en 4 séances. Ouais, j'ai eu la chance. Au niveau... Oui, c'est que des bonnes nouvelles. Je pense qu'en effet, ils voient les gens que c'est pas des numéros, que je les appelle pas à la chaîne. Je pense que c'est surtout ça. C'est vrai que j'essaie toujours de faire ça, évidemment, avec empathie. Et en plus, on n'a pas vraiment de formation. Des fois, j'essaie de me dire, mon Dieu, c'est horrible ce que je suis en train de leur annoncer et je leur sors comme ça. Enfin, c'est vraiment très compliqué parce que pour moi, c'est une consultation qui va durer 15 minutes ou 20 minutes. Et pour eux, c'est l'impact d'une vie, quoi. Donc, j'essaie de le faire bien. On trouve notre technique au fur et à mesure, notamment pour les tumeurs cérébrales où des fois, le pronostic est très mauvais à moyen terme, voire court terme, et donc du coup on essaie de voir ce qu'on dit, parce que des fois on faisait des annonces assez catastrophiques, et en fait c'est vrai qu'à juste titre, en fait des fois les gens survivent, on est personne pour prédire à 100% exactement ce qui se passe, toutes les études c'est des stats, donc si le mec il est dans l'extrémité de la stat et qu'il vit, et qu'on leur a dit qu'il allait mourir dans les 6 mois, en fait c'est horrible pour cette personne-là. Donc il faut rester un peu évasif tout en leur donnant des fois des chiffres, si on pense que vraiment il y a des choses à faire, des papiers, et qu'ils ratent pas un coche pour des choses qu'ils auraient voulu faire, et en même temps, voilà, on en parle beaucoup entre nous, pour le coup de ça, en disant là j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû faire comme ça, et notamment je me souviens d'une fois où j'avais fait une annonce, pareil c'était une dame jeune de 35 ans, et puis elle avait des lésions pulmonaires, et je me souviens lui avoir dit, il y en a dans le poumon, mais au niveau du pelvis ça va. Bon, je l'avais pas dit comme ça, mais c'était globalement le message. Et en fait, du coup, elle m'a dit « Ah ben ça va alors !» Et donc là, je me suis dit « Ah merde, j'ai vraiment pas... J'ai pas fait mon job !» Parce qu'en fait, je pense qu'elle a retenu que la deuxième partie. Et puis du coup, alors que je lui avais dit « Non, il y a des lésions dans le poumon. » Et quand je suis sortie de là, je me suis dit « Oh là, j'ai pas su faire là. »
Il y a des morts évidemment qui m'ont un peu plus touchée que d'autres. J'ai plutôt des souvenirs de gens où c'était horrible en fait. Enfin, c'est plutôt l'image. Pour le coup, c'était en fin de cursus et je me souviens de quelqu'un qui avait craché du sang, quoi, mais tellement craché du sang qu'il n'arrivait plus à respirer. Et cette mort-là avait été vraiment horrible. Le patient s'en rendait compte et donc du coup, nous, le but, c'était qu'il s'en rende pas trop compte, quoi, qu'il arrête d'angoisser, parce qu'en fait, il y avait une angoisse de la mort du patient qui était inconfortable pour lui, surtout, et puis pour nous, parce qu'on était très démunis. On savait qu'on pouvait plus rien faire, hein, mais je veux dire, on était un peu démunis de voir ça. Et du coup, il y avait, je me souviens, un vieil infirmier qui m'avait dit, bon, ça sert à rien qu'on voit tous ça, donc reste à côté, et puis ça sert à rien qu'on soit 20 à regarder la même scène, quoi. Donc il nous avait un peu épargnés sur ça. Les gens qui meurent, nous on en a malheureusement quand même vraiment beaucoup, et alors je dis pas que c'est la banalité, mais malheureusement nous en cancérologie on parle de survie globale, quoi, c'est-à-dire on parle de temps avant de mourir presque, hein, donc du coup on se doute un peu quand même de la finalité à court ou moyen terme, mais j'ai pas de souvenir qui m'a traumatisée de ça. Étonnamment, la fin de vie en cancérologie se passe plutôt bien, entre guillemets. C'est souvent des choses qui sont préparées, avec des proches préparés, c'est rarement aigu, c'est rarement d'un coup, c'est souvent quelque chose où on sent que ça vient, on arrête les traitements, etc. Des fois, ça se passe presque dans la sérénité. Les gens, ils en parlent assez ouvertement, hein, ils vont se marier avant, ils vont faire leurs papiers, c'est pas que ça rend le truc moins horrible, mais presque un peu. Dire, les gens, ils savent vers où ils vont, et puis nous, on essaie d'améliorer le truc, et de faire qu'il y ait des symptômes qui les embêtent pas, et donc en fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je dirais traumatisant. Vraiment, la douleur, c'est quelque chose qui est horrible, hein. Enfin, vraiment, la douleur cancéreuse, vraiment, il y a des gens, ils viennent et ils veulent juste qu'on les soulage, quoi. Ils s'en foutent que le cancer les tue dans pas longtemps, finalement, mais on a vraiment l'impression que c'est la plainte, c'est la douleur. Voilà, nous, c'est tout le rôle de la radiothérapie antidouleur, de traiter les métastases pour que les gens aillent mieux. Ça leur change la vie, hein. Même si on va pas les guérir, c'est ça qu'ils demandent, en fait, hein. La douleur, c'est affreux pour les gens. Il y a un côté qui est le plus beau, je trouve, presque. Il y a des fois des traitements lourds qu'on fait où on se dit, wow, je lui ai pas fait du bien peut-être là, et pour le coup, à chaque fois qu'on traite une lésion qui embête la personne, bah à chaque fois on voit les résultats, et là pour le coup c'est presque là où c'est le plus agréable, quoi, mentalement, de se dire bah tiens, telle personne a mal à l'épaule, j'en sais rien, parce qu'il y a une métastase dessus, ça l'empêche de bouger le bras, et puis on sait qu'on lui fait une séance dessus, mais il va avoir beaucoup moins mal. Non mais c'est génial. Et les gens, ils sont jamais en train de dire mais vous faites que ça, etc. Eux, leur plainte, c'est d'avoir mal à l'épaule, hein, en fait, hein. Souvent, le reste, ils le sentent pas, en fait, hein. C'est que des scanners, et eux, ce qui les embête, c'est d'avoir mal à l'épaule, quoi. Et donc du coup, eux, quand on leur soulage ça, mais c'est génial. Donc c'est presque là où c'est le plus sympa d'être médecin, presque. À vous. Non, alors l'idée c'est que l'IRM est parfaite, et on a regardé également la prise de sang, toujours les lymphocytes un peu bas, mais bon, ça on sait que c'est les conséquences du traitement, et en plus ils ont remonté par rapport à la dernière fois, ils sont à 1000. Et le bilan hépatique, donc le foie et le rein, sont parfaits, et le marqueur aussi. Moi, j'étais contente de tout ça. Oui, bah moi aussi. Alors, racontez-moi, est-ce qu'il y a eu des choses particulières ? Alors non, rien de particulier, si ce n'est que toujours le stress avant les examens. Hein, voilà, ça c'est toujours pareil. Non, oui, j'ai fait au mois de novembre la Clasta. J'avais vu le docteur... Je me souviens de ça, exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça, il y avait eu en fait l'ostéodensitométrie qui avait été réalisée à l'époque, il y avait un tassement. Le manque de calcium dans les os pouvait être aussi dû aux rayons. Alors la chimio, même si vous avez vécu la chimio pendant les rayons, mais peut quand même participer aussi à ça, hein. Et la ménopause induite. Voilà. Exactement. Donc la ménopause précoce induit ça, hein. Donc c'est une très bonne chose qu'elles vous suivent, parce que finalement, en radiothérapie, les progrès qui ont été faits au niveau des machines, c'est vraiment un truc qui est très très impressionnant. D'arriver à épargner autant maintenant les organes, ça devient de la haute précision, c'est vraiment fou de voir ça. Et donc du coup, il y a vraiment des gens qui ont des petits cancers du poumon qui peuvent pas être opérés, et on leur fait 4 séances de rayons, et puis ils guérissent, et puis c'est réglé, entre guillemets. Donc c'est presque tellement facile que c'est fou, quoi. Pour donner un exemple, là on a l'immunothérapie justement qui arrive après les rayons dans le poumon. Et ça double la survie, quoi. x2, voilà. Tout simplement. Il y en a 2 fois plus, quoi. Je pense que la cancérologie, c'est quand même de moins en moins plombant. Même les consultations, des fois les gens, ils arrivent et puis ils disent « Ah ben, c'est que ça !» Il faut pas non plus se dire que c'est plus rien, c'est pas du tout vrai, hein. C'est quand même une maladie qui est totalement compliquée à gérer, malgré les avancées. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de gens qu'on pouvait pas guérir avant, et que maintenant, voilà, on leur dit le but, c'est la guérison, et on va tout faire pour, et il y a plein de molécules, et puis au pire, ça marche pas, il y a d'autres trucs qui font que ça devient
Maladie chronique, c'est un peu compliqué de dire ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des gens qu'on va suivre longtemps, et donc il faut pas non plus qu'ils abandonnent de suite à l'annonce, parce qu'en fait, il y a plein de trucs à faire, quoi. Au niveau digestif, par contre, toujours... Alors ça s'est calmé, hein, comme je vous avais déjà dit, mais il y a toujours des crises, ça peut arriver, où je dois courir aux toilettes. Du coup. Et j'arrive pas à identifier en fait un aliment, quelque chose, ça peut être n'importe quoi, hein, donc une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, vraiment, voilà. Ouais. Mais quand même, voilà, après, ouais. On va voir à long terme, parce que c'est vrai que le traitement n'est pas non plus si ancien, ça fait 3 ans. Ouais, si je sais où je suis, il n'y a pas de souci, c'est juste quand on va dans un endroit où il y a plein de monde. Là, j'ai vu un spectacle à l'Arena, du coup, j'ai pris mes places un petit peu en fonction de pouvoir vite, voilà, ce genre de choses qu'il faut quand même un petit peu regarder. Ça me demande quand même une petite réflexion avant de faire certaines choses. D'accord. Oui, au niveau digestif, ça va, je pense que ça va s'améliorer encore un peu. Oui, ça va déjà mieux, hein, c'est ça. Mais après, c'est vrai que vous risquez quand même de garder ça en séquelles, pas autant, pas encore aussi fréquemment, mais c'est vrai que du coup, cette habitude-là de regarder les toilettes, malheureusement, c'est voilà, après j'ai pris un petit peu l'habitude. Voilà. Mais je pense que ça va rester quand même. Je pense aussi, parce que même si ça va mieux, vous allez garder ça aussi, et la peur de ça, quoi. On voit les patients, nous, au début, pendant le traitement, ils sont vus par les internes, et en fait, on les suit pendant 5 ans, et une fois qu'ils sont en rémission à 5 ans, on confie le suivi à d'autres gens, hein, on fait des mots en disant que ça serait bien de continuer à faire ça, etc., mais le suivi, vraiment par notre centre, il n'est pas nécessaire au-delà de 5 ans. Ça arrive souvent parce que j'ai quand même traité des gens qui vont très bien. C'est assez cool. Eux, ils sont assez contents. Ils se disent souvent je vous aime bien, hein, mais je suis contente de plus vous voir. Donc à chaque fois, je suis hyper contente. Je leur dis je suis ravie de plus vous voir. Et on les prévient en amont. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on arrive dans la 4e année, on leur dit la prochaine fois, ça sera peut-être la dernière. Parce qu'en fait, les gens, ça leur fait aussi un peu bizarre en fait, d'arrêter le suivi. Soit ils se disent c'est bon, ça peut plus du tout revenir, ce qui des fois n'est pas forcément le cas, ça dépend des pathologies. Soit alors ils se disent elle me lâche, je vais plus être suivi, donc c'est pour ça que souvent on explique bien qu'on reste là, on reste à disposition, etc., que le médecin traitant il doit quand même faire des scans, etc. Mais du coup c'est hyper agréable, et ça arrive quand même hyper souvent. Mais tout va bien. On continue. Tous les 6 mois, toujours des contrôles. Oui, ok, tous les jusqu'à 6 mois, quand, jusqu'aux 5 ans révolus. Donc c'est-à-dire jusqu'en décembre 2025. En gros, il y a encore 2 ans, quoi, parce qu'on se suivra jusqu'à avril 26 pour qu'on ait clôturé. Donc toujours en alternant TEP et IRM, et après c'est un examen clinique gynécologue de ville une fois par an. Ah, donc du coup, il n'y aura plus d'examen radio. Non, plus d'obligatoire. D'accord, ok. Dans 2 ans, on parle, c'est surveillance et scanner 6 signaux d'appel. Okay. Mais à plus de 5 ans, on considère qu'en fait le risque de récidive est tellement mineur qu'il n'y a plus besoin de suivi chez nous. On tient le bon bout. D'accord. On tient le bon bout. C'est ça. On continue comme ça. Au revoir, bon retour. Bonne journée, merci. Travailler dans le public, c'est une grosse discussion. Alors, surtout en radiothérapie où les différences de salaire sont énormissimes. Je pense qu'on doit être une des spé où c'est le plus important. Travailler dans le public, c'est le fait d'être entouré, c'est clairement cool. Alors après, du coup, nous, on fait des indications que personne ne veut faire. En fait, les indications un peu limites ou chez des gens précaires, c'est nous qui les faisons parce que du coup, justement, on est un CHU et c'est notre métier de faire ça. Du coup, on a un rôle d'avis qui est assez plaisant en fait pour l'ego et puis en général, quoi. On a vraiment le rôle d'avis. On a des machines que d'autres gens n'ont pas. On a un rôle de référence de certains trucs qui est plutôt agréable. Et puis c'est vrai qu'on est entouré de toutes les spé. Au CHU, il y a une facilité d'avis qui est faramineuse, quoi. Moi, je fais quasi que du thorax, on a les chirurgiens thoraciques qui sont à la porte d'à côté, enfin, c'est un plaisir immense, quoi. Le scanner montre une stabilité à droite, une régression d'image qui était surveillée à gauche, donc il est censé normalement avoir eu un scanner le 2 avril, normalement elle le revoit en septembre. Donc il fait tout à Liban. Ouais. Alors venez, donc je vous présente Margot Léon, qui est mon interne. Salut monsieur, comment vous allez vous monsieur ? Ça va. Ça va ? L'hiver s'est bien passé ? Oui, impeccable. Alors, je suis un peu frileux. Le public il permet aussi la recherche et ce côté-là. On en fait moins que ce qu'on voudrait. Alors, il y a la recherche en cancéro, les essais cliniques, donc tous les essais cliniques où on peut rentrer. Donc ça on en fait tous au CHU. Après il y a plein d'autres trucs, notamment en radiothérapie, on travaille beaucoup avec tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a des logiciels maintenant qui arrivent à contourer, à délimiter des nodules tout seuls, etc. Il y a plein de trucs ou savoir comment répond un cancer, est-ce que c'est prédictif de tel truc, tout ce qui est l'intelligence artificielle en cancéro, c'est un énorme boom, donc c'est hyper intéressant et il y a pas mal de recherches là-dessus. On en fait tous à plus ou moins grande échelle. Je pense que si on a fait cancérologie, on aime obligatoirement un peu ça, et ça c'est vraiment cool, et ça pour le coup, en privé il y a des essais cliniques, mais l'autre recherche, elle peut pas se faire, je pense, en privé encore autant qu'ici. Ça aussi c'est un argument important, et après ce qui est trop bien en public, c'est aussi le fait qu'il y ait des internes, ça tourne, il y a une vie, quoi. Pas d'infection particulière ? Non, rien du tout. Rien du Je m'étouffe un peu tout le temps, quoi.
même. Hein. Ouais, et oui, Ah, mais oui. j'ai tout le temps la ventoline. Hein. D'accord. Vous en prenez souvent de la ventoline dans la journée? Ah, des fois. Pas tous les jours ou tous les jours? Ah, pas tous les jours. Pas Hein. tous les Faut pas trop abuser, elle m'a dit. Oui. Et au niveau respiratoire, vous diriez que c'est globalement stable? Ah, je peux pas courir, D'accord. je marche. Mais je m'arrête souvent. J'étais à la chasse quand même. C'est que ça va. Ah oui, oh, je marche pas beaucoup, hein. Ça me sort, ça me fait prendre Vous allez passer à côté avec mon interne, comme ça elle va vous examiner, on va regarder un peu tout ça, monsieur. Enfin, c'est assez sympa ce truc de transmission. C'est hyper important parce que du coup, nous on a commencé comme ça et en plus, alors globalement, heureusement, la transmission elle est surtout de nous à eux, mais en fait, elle se fait aussi dans l'autre sens parce que eux ils s'updatent de certains trucs que nous on va pas savoir, notamment quand c'est pas dans notre spécialité. Du coup, on apprend aussi beaucoup de ce qui se passe en bas parce que nous on est surspécialisés et donc quand il y a d'autres trucs qui sortent, ben, finalement on apprend des chefs de clinique, on apprend des plus jeunes quoi. Donc ouais, ça c'est hyper important et c'est hyper cool aussi pour l'ambiance parce qu'en fait c'est hyper sympa d'avoir des gens différents et de rigoler un peu. Donc j'avais bien envie de présenter, alors pas spécialement ce soir parce que de toute façon il y en a déjà 55, mais présenter peut-être vendredi juste pour que quand me regarde la cicatrice, je la trouve pas forcément beaucoup plus importante, je vais vous montrer. Ça c'est maintenant. Puis ça fait remanier quoi, ça. Bah ouais, et ça c'était avant, pareil. Un peu plus gros Claudia quand même peut-être. Non, franchement je suis pas sûre, hein. C'est pas la même taille de poumon, ouais, tu vois. C'est la taille de poumon aussi qui change, c'est vrai. Mais tu vois, non, franchement, c'est pas du tout pour me mettre des œillères, hein, mais vraiment là, tu vois, c'est 23, 18. Tu vois, je pense que c'est vraiment. J'ai du mal à déclencher le TEP là, parce que tu vois, franchement, t'as vu, hein, pas flagrant du tout. Hein. Il n'y a pas une zone qui reprend plus qu'une autre. Mais il dit si qu'il y a un truc, mais. Plus grand diamètre, mesure à 26 contre 18, mais je suis pas d'accord. Image nodulaire visible à la partie caudale. C'est pas ça là, regarde, tu vois. C'est un peu bouliforme, bah, ça là non aussi. Ouais, Chaque semaine se ressemble, mais la semaine elle-même, les jours ne se ressemblent pas. Il y a beaucoup de temps du coup de réunions pluridisciplinaires où on discute des dossiers. Tous les traitements de cancérologie sont validés dans ces réunions et ça nous permet d'avoir un temps d'échange, où toutes les décisions sont partagées. Donc ça, au niveau psychologique, c'est quand même important parce que c'est toujours des décisions hyper importantes. Après, en radiothérapie, du coup, on a des vacations de consultation. Ça prend au moins un jour et demi par semaine. Et ensuite, on a une demi-journée à une journée en fonction de scanners. Donc les scanners de préparation des traitements. Tout le reste, c'est un temps off qui n'est pas off, qui est en fait un temps d'administratif, de dossier, de régler certains avis. Et du coup, le temps qui nous prend le plus de temps, c'est la préparation du dossier. Donc nous, une fois que le patient est passé au scanner, alors ça peut aller de 1/2 heure à 4-5 heures par patient de préparation vraiment du traitement. Choisir ce qu'on va irradier, choisir ce qu'on va éviter d'irradier. Et ensuite, on a un temps de validation de ce dossier-là avec les physiciens. Donc ça s'alterne entre des temps où on est posté, entre guillemets, donc soit au scanner, soit en RCP, soit en consulte, et du temps où, en fait, où on peut s'aménager. C'est ce moment-là que je vais choisir pour être soit regarder des études, soit faire de la bibliographie, soit partir un peu plus tôt, etc. Et puis par contre, si j'ai un temps un peu plus important pour les patients, de contourage, etc., je vais le regrouper. En fait, c'est un peu flexible, c'est ça qui est pas mal. Flexible et divers. Bonjour. Bonjour. Et là, je suis à 7-8 consults par semaine. Moi, j'ai mes patients, Claire, j'ai pas besoin d'échir si tu veux enchaîner. C'est un patient, pour le coup, quelques antécédents et fatigué quand même pour l'envoyer en chirurgie, ouais. 74 ans, j'ai fait une radiothérapie de l'apex droit. Ouais. Et du coup, dans la surveillance, il y a 2 trucs à gauche que j'ai contrôlés après antibiothérapie. Ah, il y a un autre truc. Oh là là, mais ça fait beaucoup là. Ouais. Tu irradierais la scissure gauche. Ouais, c'est ça. Oui, le basal gauche, il est pas... Bon, c'est suspect, mais on peut peut-être attendre un peu. C'est ça, parce que celui-là, tu peux l'irradier dans un deuxième temps. Oui, je peux tout faire, tout, rien ne va recouper, oui. Ouais. Oui, peut-être essayer de faire une ponction du nodule de la scissure, et puis en fonction radiothérapique que de celui-là, quoi. Après, il est fatigué, hein, donc je pense que on peut se donner du temps autant sur les autres. Hein. Ok. Ça permettra d'avoir de la napate parce que l'autre, il va être difficile. Oui, t'as raison. Non, mais t'as raison. Ok, en étant PH, en étant vraiment avec mon poste au CHU, j'ai pas envie d'arrêter. Ça me manquerait, je pense. Puis il y a un côté assez agréable d'être médecin, d'être au CHU, d'avoir des demandes d'avis, de faire des études, d'aller en congrès avec des pairs. Il y a un côté qui est assez gratifiant, assez sympa, avec des horaires quand on est PH en public qui, certes, sont un peu longs. Hein. C'est vrai que je pense que je m'occupe moins de mon fils que mon mari, mais ça reste compatible avec la vie privée.
Le salaire n'est pas mirobolant, mais je pense que ce serait mirobolant pour la moitié des Français. Donc honnêtement, il permet largement de vivre. Donc pour l'instant, non, pas d'arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de discussions qui se font sur l'adaptation. Peut-être est-ce qu'à un moment, ça tournera un peu plus recherche? Est-ce qu'à un moment, je travaillerai un peu moins? C'est plutôt des questions sur l'adaptation à long terme, quoi, parce que là, quand on a moins de 40 ans, on est un peu en folie, là, mais ça demande quand même beaucoup d'investissement. Donc voilà, c'est plutôt sur le long terme. Mais je pense que ça sera des choses où... les études de médecine ne seront pas du tout perdues, ça sera une adaptation pour aider dans d'autres choses, pour être en recherche, etc. Donc je pense que c'est plutôt complémentaire. Et on reste aussi pour voir toutes les avancées et pour voir tout ce qu'on va encore faire. En radiothérapie, oui, c'est sûr, vraiment les avancées, elles vont être assez folles, et ça c'est top. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec, le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef, Alice Deschenaux, et le rédacteur en chef numérique, c'est Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate, réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!